Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles. Alors, en route pour une visite express au pays des maths. Il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. On ne va pas vraiment faire de maths, juste jeter un œil au paysage. Quoi de plus agréable, après une longue randonnée dans la jungle des nombres, qu'une bonne sieste à l'ombre? Et quoi de plus agréable pour faire la sieste que ce hamac dont le profil fait irrésistiblement penser à une parabole? Petit rappel, si f est une fonction du deuxième degré, c'est-à-dire que la puissance la plus élevée est 2, et si on représente x sur l'axe horizontal et f de x sur l'axe vertical, le graphe obtenu sera une parabole. Aux endroits où la parabole coupe l'axe horizontal, on trouve ce qu'on appelle les racines de f, c'est-à-dire les solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. Mais pour certaines valeurs de a, b et c, la parabole passe au-dessus de l'axe horizontal. Il semble alors qu'il n'y ait plus de solution. Pourtant, n'importe quelle mathématicienne vous l'affirmera sans hésitation, une équation de degré 2 a toujours 2 solutions. Mais ce sont parfois des solutions complexes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Impossible de faire une sieste quand une question vous trotte dans la tête. Alors, en route pour un pique-nique sur le plan complexe. Pour trouver un début à cette histoire, on pourrait essayer l'Italie du XVIe siècle. Bien loin de la pureté qu'elles revendiqueront plus tard, les mathématiques se mêlent alors d'astronomie, d'astrologie, de mécanique et d'un peu de tout. Jérôme Cardan est un mathématicien typique de son époque. Il gagne sa vie comme médecin, devient célèbre comme astrologue et invente le calcul des probabilités pour gagner aux cartes. Il publie des dizaines d'ouvrages sur toutes sortes de sujets, des sciences naturelles à la divination, en passant par l'interprétation des rêves, la cryptographie et, en 1545, l'algèbre. Dans son traité intitulé modestement Ars Magna, le grand art, il révèle le Graal des mathématiciens d'alors, le moyen de résoudre une équation du troisième degré. Pour une équation qui s'écrit x³ plus cx égale d, x est égal à ceci. Quelques-uns de ses collègues avaient découvert la formule avant lui, mais il est le premier à la publier. Elle fonctionne très bien dans certains cas, mais dans certains autres, elle donne des résultats bizarres. Prenons cette équation par exemple. Un œil entraîné devinera vite que 4 en est une solution. Mais si on applique la formule de Cardan, on trouve ceci. Est-ce que 4 est égal à cette formule compliquée? Difficile à dire, mais en tout cas, il y a un problème, c'est que la racine carrée de moins 121 n'existe pas. Au XVIe siècle, comme dans la Grèce antique, on ne prend au sérieux un objet mathématique que si on peut lui associer une représentation géométrique. Un carré, comme son nom l'indique, renvoie à une superficie, et une superficie est toujours positive, si bien que le carré d'un nombre négatif est également positif. Il n'y a pas de carré négatif, et donc pas de racine carrée d'un nombre négatif. Cardan range donc les équations de ce genre sous l'étiquette casus irreductibilis, cas irréductible. Bref, il abandonne. Il semblerait bien que notre pique-nique tourne court. Presque un siècle après Cardan, le mystère des cas irréductibles demeure entier. Et c'est René Descartes qui va baptiser ces drôles de nombres qui ne sont pas des nombres. Comme beaucoup de savants du XVIIe siècle, il est mathématicien autant que philosophe. Et comme tout mathématicien qui se respecte, il se penche sur les fonctions algébriques. C'est d'ailleurs lui qui invente la notation qu'on utilise encore aujourd'hui, où x et y sont les inconnus, et a, b et c les paramètres. En faisant varier ces paramètres pour une équation du deuxième degré, on obtient toutes sortes de paraboles et toutes sortes de solutions. Descartes les classe en 3 catégories. Il y a les vraies solutions, celles qui sont positives et correspondent aux longueurs physiques. Il y a les fausses solutions, celles qui sont négatives. Et pour certaines valeurs des paramètres, il y a les cas irréductibles de Jérôme Cardan,
où figurent des racines carrées de nombres négatifs. Ces cas ne semblent correspondre à aucune quantité, ils les appellent des solutions imaginaires, et l'existence qu'ils leur accordent reste purement virtuelle. Pourtant, les équations ramènent sans cesse à ces entités imaginaires qui peuvent s'écrire comme des multiples de racines de -1. C'est le mathématicien suisse Leonhard Euler qui finira par se résoudre à acter leur présence en utilisant la notation I pour imaginaire égale racine de -1, sans pour autant parvenir à clarifier le mystère de leur existence. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, si ces nombres imaginaires n'ont décidément pas de sens, ne pas les abandonner tout simplement et passer à autre chose ? Le problème, c'est la clôture. On dit qu'un objet mathématique est clos pour une opération donnée quand ladite opération ne nous fait jamais sortir de l'ensemble. Quand on additionne deux entiers naturels, on trouve un autre entier naturel. Quand on les soustrait, ça ne marche plus. Et c'est bien pour ça qu'on a inventé ces nombres négatifs qu'on regarde avec suspicion, mais dont on ne peut plus vraiment se passer. Le problème est le même avec les racines. La racine carrée d'un nombre réel négatif n'appartient pas à l'ensemble des réels. Donc l'ensemble des réels n'est pas clos pour l'opération racine, il y a en quelque sorte une fuite. Et la colmater passe par les nombres imaginaires. C'est au Danemark que notre histoire continue. En 1796, la première carte précise du royaume vient de paraître et l'auteur de cette carte, un certain Caspar Wessel, soutient l'année suivante, à 51 ans, une thèse de mathématiques. Publiée en danois, elle passe assez inaperçue dans le reste de l'Europe. Pourtant, ce que Caspar Wessel a découvert, ce n'est rien moins que la signification géométrique des nombres imaginaires. Pour comprendre son idée, retournons sur notre bon vieil axe horizontal qui représente les nombres comme autant de vecteurs partant de 0. La multiplication par un nombre négatif inverse la direction. Mais une autre façon de représenter cette inversion serait de dire que le segment effectue une rotation de 180 degrés. Multiplié par lui-même, un nombre négatif redevient donc positif. Pour qu'un nombre i devienne négatif quand on le multiplie par lui-même, il faudrait qu'il soit à mi-chemin de ce virage à 180 degrés. À mi-chemin, c'est-à-dire ici. Ce nombre étrange qui n'est ni 0, ni moins que 0, ni plus que 0, il devient possible si on s'autorise à imaginer que le domaine des nombres s'étend dans une seconde dimension, sur un axe perpendiculaire à celui des nombres habituels. Les nombres échappent à la droite et envahissent le plan. 30 ans plus tard, le grand mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss baptisera plan complexe cette nouvelle entité. Nous y voilà enfin. Le plan complexe, c'est ici. Il est temps de sortir le pique-nique et de prendre un moment pour observer comment ça marche. Nombres complexes signifie qu'ils sont composés de deux parties distinctes, une partie réelle et une partie imaginaire, qui définissent ensemble un point sur le plan. Pour additionner deux nombres complexes, on les met bout à bout. Pour les multiplier, on additionne les angles et on multiplie les longueurs. Multiplié par i fait tourner de 90 degrés, si bien que i au carré est égal, comme prévu, à -1. Tous les nombres complexes possèdent invariablement deux racines carrées et elles n'échappent jamais à l'ensemble des complexes C, qui est donc bien clos pour l'extraction de racines. Maintenant que nous sommes familiers avec le plan complexe, revenons à notre hamac, à notre graphe, et essayons de visualiser ce qui se passe. L'axe des X, que nous prenions pour une droite, est donc devenu un plan qu'on regarde par la tranche, ce qui apparaît clairement dès qu'on prend un peu de hauteur. Si on applique notre fonction de tout à l'heure, celle qui est commode pour faire la sieste, au nombre réel, cela donne la parabole qu'on a déjà vue. Mais si on l'applique au nombre complexe, notre graphe se déploie dans un espace à 4 dimensions. Et ce que montre ce splendide hamac multicolore, où la couleur représente la dimension manquante, c'est qu'en effet notre fonction possède toujours deux solutions. Pour certaines valeurs des paramètres, ces solutions sont réelles, mais pour d'autres, elles échappent à la droite des réels et deviennent des solutions imaginaires ou complexes.
Notre mathématicienne avait donc raison, une équation du second degré a toujours deux solutions. Mais ce sont parfois des solutions imaginaires ou complexes. Imaginaire, un nom décidément mal choisi pour des objets dont ni la physique ni les mathématiques ne peuvent plus se passer. De Jérôme Cardan à Carl Friedrich Gauss, il aura fallu 3 siècles pour y parvenir à ce drôle de pique-nique. Finalement, pas grand-chose à l'échelle du très très long dialogue entre les mathématiciens et les objets mathématiques, qui dure déjà depuis des millénaires.